D'abord, avant tout, je salue Dominique Potier qui vient de passer. Aujourd'hui, nous soutenons des candidats différents, mais durant ces 5 ans à l'Assemblée nationale, nous avons toujours été en phase sur les sujets agricoles, dialogue constructif et instructif. Aujourd'hui, je suis fier et heureux de représenter devant vous le pôle écologiste et son candidat Yannick Jadot pour évoquer l'agriculture au sens large. J'ai eu l'occasion de débattre de ce thème à multiples reprises à l'Assemblée. C'est un sujet hautement scientifique, c'est aussi un sujet qui concerne toute la société. À l'école, on apprend que l'agriculture et l'élevage constituent le secteur primaire. Pour les écologistes, c'est aussi le pilier le plus fondamental, y compris dans l'histoire du mouvement. Avec Rachel Carson et son ouvrage Printemps silencieux, 1962, la lutte contre les pesticides dérivés du DDT et les dérèglements écosystémiques qu'ils engendrent. Puis Ruth Harrison, qui dénonce, dans la foulée, les souffrances infligées aux animaux exploités par l'agriculture industrialisée, Animal Machines. Puis c'était René Dumont, gloire de l'agronomie française, premier candidat écologiste à la présidentielle, célèbre pour sa vision de l'agriculture, une agriculture respectueuse à la fois de l'environnement, des écosystèmes et du droit des peuples. Yannick Jadot s'inscrit pleinement dans cet héritage, aucunement un retour en arrière, mais une vision d'avenir, fondée sur une science, la science des écosystèmes, qui continue à se renouveler et dans laquelle il faut continuer à investir résolument, fondée sur le respect du milieu vivant et des êtres vivants, en particulier des animaux, fondée aussi sur une vision politique, celle de la souveraineté alimentaire, où les agriculteurs et agricultrices sont pleinement mis en valeur pour vivre dignement de leur métier, où l'activité agroalimentaire se situe dans une large mesure à l'échelle des territoires, avec une production et une consommation locale, où les États et les continents peuvent librement décider de leurs politiques agricoles les mieux adaptées, sans nuire ou dominer d'autres États dans des échanges internationaux tous azimuts. Attention, souveraineté ne veut pas dire domination comme beaucoup de gens le pensent. La vision de Yannick Jadot est plus que jamais ancrée dans le contexte mondial actuel de crise climatique, de crise de la biodiversité, de crise démocratique et sociale. C'est aujourd'hui un consensus scientifique que le modèle agricole internationalement dominant, intensif, a échoué à relever ces défis. L'agriculture, c'est grosso modo 15% des émissions de gaz à effet de serre, en particulier via la synthèse des engrais organiques. Un hectare de blé en intensif, aujourd'hui, c'est équivalent de 200 à 300 litres de gaz. Le système actuel a aussi une responsabilité écrasante, et ça aussi c'est un consensus, dans la perte de biodiversité, via les pesticides, herbicides et fongicides. Le système engendre de la pollution et des risques sanitaires, organise l'épuisement des sols et a échoué à donner des conditions de vie décentes aux producteurs. Le contexte actuel de la crise en Ukraine renforce encore cette vision. La tension sur les hydrocarbures va rendre le modèle des engrais de synthèse encore plus lourd. Le risque de pénurie de blé au Maghreb met en valeur la dépendance et le manque de souveraineté. La guerre met aussi en valeur la fragilité de l'Europe et l'impératif de la renforcer politiquement. Ça aussi, c'est un pilier du credo des écologistes. Seule formation politique française aujourd'hui à se dire fédéraliste. Tout cela donne aux écologistes la conviction ô combien amère d'avoir eu raison contre tous. De façon inouïe ou cynique, les promoteurs du système intensif, internationalisé, dérégulé se déchaînent aujourd'hui pour nous convaincre qu'il faut encore à cette heure renforcer la productivité et libéraliser le système. Au contraire. On va vous inviter à conclure sur cette phrase, s'il vous plaît, pour les 3 minutes. C'est très bien. Bien au contraire, il faut organiser la transition agroécologique et dans ce contexte, un grand plan pour l'agriculture dans lequel on reverra les critères d'attribution des aides avec localité et agroécologie en premier lieu, dans lequel on mettra fin aux fermes-usines et à l'élevage intensif générateur de souffrance, dans lequel on créera des fonds de développement des espaces tests agricoles et dans lequel on accompagnera la transition, en particulier en reprenant en tout ou partie la dette des agriculteurs en transition. Justement, merci beaucoup déjà pour cette présentation et on voulait savoir sur quel modèle agricole se base votre programme et quel avenir vous défendez pour l'agriculture. D'abord, le modèle agricole dont on ne veut pas, c'est celui que l'on voit récemment dans certains films, l'éleveur de poulets dans Au nom de la terre, celui qui, assommé par les dettes, finit par se suicider en avalant du glyphosate, c'est une histoire vraie, j'ai rencontré son fils. Le modèle de l'éleveur de lapins dans Animal, qui s'est lancé dans ce métier par amour des lapins et qui se retrouve gardien de prison, veillant sur des cages abritant d'innombrables animaux. J'ai pu discuter avec cet éleveur, tragédie pour l'un comme pour l'autre, et pour beaucoup, pas pour tous bien sûr, mais pour beaucoup de ces agriculteurs piégés, écrasés par les dettes. Tragédie pour le gaz à effet de serre, pour la biodiversité, pour les animaux d'élevage. Certains font des remarques lignifiantes sur le modèle français à taille humaine. C'est pas vrai. En France, 80% des poulets de chair, c'est l'élevage intensif.
avec une sélection génétique inhumaine, avec une densité à plus de 20 poulets par mètre carré, etc., etc. On peut donner des chiffres encore et encore, ce n'est pas vrai. A contrario, le système promu par Yannick Jadot, c'est un système qui produit moins et mieux, rémunère davantage. Le cœur en est basé sur l'agroécologie dans la lignée de René Dumont et de son élève Marc Dufumier. 3 piliers, une agriculture économe en intrants, respectueuse des sols et de la biodiversité, autant que possible tendant vers du bio et de l'agriculture sans intrants. Au lieu d'avoir la main lourde sur les engrais azotés, on travaille sur les plantes compagnes, les légumineuses, la capacité des écosystèmes à fixer l'azote. On travaille sur la diversité pour avoir de la résilience face aux aléas climatiques, pour préserver la biodiversité des espèces animales, et ainsi de suite. Premier pilier, donc, économe en intrants et respectueux. Deuxième pilier, respect des êtres vivants, sortie de l'élevage en cage en 2025, avec une loi qui fixera la limite à 2027 dans la foulée des initiatives qui sont en discussion au Parlement européen. Troisièmement, vision globale de l'humanité et des rapports nord-sud, basés sur la souveraineté des peuples, dans le pur héritage de René Dumont. Peut-être un mot sur les OGM qui ont été mentionnés dans les questions précédentes. On parle des OGM ou de leur version récente, les NBT. Pour certains, c'est une obsession. À l'office parlementaire scientifique que je préside, la séance qui leur était consacrée était la plus difficile que j'ai jamais eu à présider. Loïc Prudhomme était l'un des rapporteurs. Je ne suis pas a priori contre la mise en place de variétés transformées, sélectionnées, si elles ont un impact écologique prouvé important. Mais pour l'instant, il n'y a rien de tel. Il y a 50 ans, on promettait monts et merveilles pour les OGM. On n'a vu aujourd'hui aucune révolution. Au contraire, dans leur mise en œuvre, c'est associé dans la grande majorité des cas à une réduction de la biodiversité et un impact écologique clairement négatif. Merci beaucoup. Et maintenant, on voudrait savoir, étant donné la déprise agricole déjà existante et les enjeux de sécurité alimentaire, comment vous anticipez le départ à la retraite de 50% des agriculteurs d'ici 5 à 10 ans, du coup? Vous n'avez pas votre micro. Merci. C'est bon? Défi majeur, et je le vois dans ma circonscription, le plus grand agriculteur bio du plateau de Saclay, Emmanuel Vandamme, me dit sans arrêt qu'il n'a pas de successeur, qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Il me le dit en m'engueulant aussi, parce qu'il considère que je n'ai pas géré le problème, je n'ai pas assez pris à bras le corps, et il n'a pas forcément tort. Impossible de trouver, dans bien des cas, les repreneurs et les bras qu'il faut. Et pourtant, il en faut beaucoup, en particulier si on a de plus en plus d'agroécologie et de maraîchage qui demandent beaucoup plus de bras que le céréalier. C'est bien pour ça d'ailleurs que c'est bon pour l'emploi. Tous les plans de transformation prévoient une main-d'œuvre qui augmente résolument. Quand je parle de plan de transformation, c'est le plan de l'IDRI, le TIFA, que citait Dominique Potier, qui pour moi est la référence, la référence la plus solide qu'on ait aujourd'hui pour une vision européenne agroécologique, où je parle du plan de transition pour l'économie française promu par le Shift Project de Jean-Marc Jancovici. Ce plan a chiffré 500 000 emplois supplémentaires dans l'agriculture sur 30 ans en France. C'est phénoménal. Ça demande une transition de toute la société. Ça demande une réorganisation de partage de la valeur, des priorités. Pour ça, il nous faut une action concertée sur 3 axes. Le premier, c'est la préservation des terres contre l'artificialisation, contre les intrants, contre la pollution. Et ce sont des objectifs qu'il faut inscrire dans la loi bien plus fortement que ça n'est aujourd'hui. Le statut de zone de protection naturelle agricole et forestière, la ZPNAF qu'on a sur le plateau de Saclay, n'est pas si mauvais, surtout si on l'améliore, et devrait être généralisé, par exemple au triangle de Gonesse, ou à bien d'autres territoires fertiles qui sont convoités par des promoteurs. J'ai travaillé là-dessus au Parlement avec Aurélien Taché. Mon expérience de parlementaire m'a montré que le gouvernement n'a cure de ces enjeux, rejetant avec dédain nos propositions. Mais ce n'est pas une fatalité. Il faut améliorer la protection et la généraliser à l'ensemble du territoire partout où c'est possible. Et améliorer la retraite des agriculteurs de façon bien plus forte que les quelques efforts qui ont été faits ces dernières années, bien plus forte pour éviter en particulier que la revente de terrains constructibles ne soit considérée par les agriculteurs comme une retraite. Premier pilier, donc préservation des terres. Deuxième pilier, partage démocratique de la terre, ce que disait Dominique Potier tout à l'heure est très pertinent. Troisième pilier, création d'un narratif positif qui incite fortement les nouveaux agriculteurs à se lancer. On a besoin, pour un tel mouvement, de discours politiques forts, de références culturelles,
de prise en main, de groupes de travail, de tout ce que vous voulez. À une époque, il y a eu un grand enthousiasme pour des projets énergétiques. On a besoin de lancer le grand enthousiasme pour le projet agroécologique. Des films comme Goliath ou Animal nous ont montré le pire du métier d'agriculteur. Il faudra aussi montrer le meilleur et faire rêver. Merci pour cette réponse. Et du coup, dans la suite, quelles mesures fortes comptez-vous mettre en place concernant les pratiques agricoles, donc par exemple sur les pesticides? Et dans ce cadre, comment tenez-vous compte de la compétition internationale du coup actuelle? Herbicides, pesticides, fongicides, tous ces biocides ont une lourde responsabilité dans la disparition du vivant. Ça, ce n'est pas une prise de position polémique, c'est un consensus scientifique. Et puis, ce n'est pas bon pour la santé non plus. La dernière méta-analyse indépendante de l'INSERM, colossale méta-analyse, 5000 articles, conclut à la présomption forte d'un lien entre l'exposition aux pesticides et plusieurs lourdes pathologies. Sujet énorme de lobbying d'ailleurs. Dans Goliath, c'est tellement bien décrit que des scientifiques de l'INSERM qui ont pu voir le film en avant-première m'ont dit c'est quasiment un documentaire. Alors, il y a un sujet à aborder ici qui est un sujet politique, mais aussi un sujet scientifique et un sujet d'évaluation par les grandes agences. Dans un rapport de 2019, l'Office parlementaire scientifique avait émis des recommandations avec une mise à jour régulière des lignes directrices d'évaluation européenne pour les risques sanitaires, mais aussi environnementaux. Et dans la situation qu'on connaît aujourd'hui, l'EFSA a proposé dès 2012, je tiens à insister là-dessus, une réévaluation très soignée de ces procédures, en particulier pour évaluer l'effet chronique des pesticides. Voilà 10 années que les États membres bloquent cette mise à jour. Un rapport de 2017 nous éclaire sur cet immobilisme. Il est signé des représentants de tous les grands groupes mondiaux de pesticides, les Syngenta, Dow DuPont, etc., Monsanto et autres. Il conclut que rien que pour les abeilles, ces règles mèneraient à bannir quelques 80% des usages de biocides. Ils ont conclu que les nouvelles règles seraient inappropriées. Moi, j'en conclus que ce sont les produits qui sont inappropriés. Et donc, révision des règles d'évaluation européenne, interdiction d'une grande majorité des biocides actuellement en usage. Ce sera difficile, certes, ce sera un bouleversement, mais on ne peut pas continuer à détourner le regard de la catastrophe qui se rapproche de nous en cette matière de biodiversité et de santé. Ça, c'était sur les pesticides. Il faut parler des engrais, grands consommateurs de ressources et générateurs d'impact carbone. Des engrais non carbonés commencent à arriver, procédés de Yara ou de Notmainen, sans doute pas des panacées, certainement pas viables au début sans incitation financière, mais à suivre très attentivement, ne pas rejeter les solutions qui se présentent. Sur les traités internationaux, les grands traités internationaux, CETA, TAFTA et autres, sont des outils du XXe siècle inadaptés au monde actuel. Ça m'est arrivé de m'abstenir sur le CETA et c'était une erreur. D'ailleurs, on me l'a vivement reproché. À l'époque, j'étais effrayé par la question des relations diplomatiques avec d'autres pays signataires si c'était un vote négatif. Avec le recul et une meilleure connaissance des dossiers, je vois que c'était un traité à rejeter résolument et sans hésiter. En revanche, une réglementation aussi unifiée que possible à l'échelle européenne sera le ferment des bonnes pratiques à l'échelle, y compris pour éviter qu'on ait des distorsions de compétition et pour éviter qu'on ait les sempiternels arguments de ceux qui veulent que rien ne change en disant si nous changeons, les autres ne vont pas changer et nous serons désavantagés. Merci beaucoup. Et maintenant, on va passer sur le volet PAC. Qu'est-ce que vous pensez des arbitrages effectués justement pour la nouvelle PAC qui arrive? La nouvelle PAC qui arrive, c'est une terrible occasion manquée. Quelques timides avancées, mais elle échoue à changer le système. Elle annonce 3% de surface réservée à la biodiversité. Pour le bio, elle retire le soutien aux exploitations bio pour le concentrer sur la conversion. Elle mise beaucoup sur l'HVE, qui est un label vague. Elle ne remet pas en cause les modes de calcul qui avantagent les grands propriétaires sur les petits. Elle ne fait rien pour freiner l'accaparement des terres. Elle n'organise pas la démocratie de la terre. Elle met un gros accent sur la technologie, data, robots, 5G. Pourquoi pas sur le principe? Pour la 5G, c'est une escroquerie parce que la 5G, ça ne sert à rien d'avoir des latences aussi réduites que celles de la 5G ou des données aussi élevées quand il s'agit d'avoir des applications dans le monde agricole. Il ne faut pas être contre. Chaque année au Salon de l'Agriculture, on visite avec bonheur la ferme digitale, mais attention au technosolutionnisme. On ne peut pas croire que ces solutions technologiques seront tout. On a besoin d'humains de façon extrêmement forte. Plus grave, la PAC réaffirme les accords de Blair House
qui contraignent l'Europe à limiter sa production de soja au profit du continent américain. C'est une honte. Des études comme celle de l'IDRI montrent bien qu'il faut produire les légumineuses en Europe et que c'est l'une des conditions auxquelles on pourra retrouver la souveraineté alimentaire en Europe. Et puis la PAC n'est pas contraignante, elle fait confiance, elle échouera si elle se contente de faire confiance aux évolutions des pratiques agricoles spontanées. On l'a bien vu déjà sur tous les plans de réduction des gaz à effet de serre et de réduction des phytoses qui ont été des échecs. Merci beaucoup. Selon vous, quels sont les enjeux de régime alimentaire et de leur changement dans la politique nationale? Ils sont majeurs. Le farm to fork, il va jusqu'à l'assiette, bien sûr, et on ne pourra pas effectuer la transition agroécologique sans une transformation de nos menus. Cela figure de façon très explicite dans le programme du candidat Jadot. Tout faire pour qu'il y ait une évolution de nos habitudes alimentaires. Et c'est indispensable. D'abord, il y a l'impact carbone que ça représente. Un steak de 150 grammes produit localement, c'est l'équivalent d'un trajet de 16 km en voiture à essence, 240 km s'il vient du Brésil. Si on croit sauver le climat juste en roulant électrique sans rien changer à la consommation alimentaire, on se trompe. Pareil pour les questions éthiques. Si on veut sortir de la souffrance associée à l'élevage intensif, il faut absolument réduire la consommation de viande. Un facteur 2 environ, ça c'est l'estimation de l'IDRI, et c'est donc quelque chose qui sera indispensable. Ajoutons que pour les raisons de surpopulation, de surconsommation, de surexploitation des réserves marines, il faut aussi réduire de façon importante la consommation de poissons. La surexploitation, c'est l'une des 5 causes majeures d'extinction d'espèces selon l'IPBES et l'UICN. Un bon programme, un bon slogan sur lequel on peut argumenter, sur lequel on peut mettre sur la table pour fixer les choses, c'est un jour par semaine avec viande ou poisson, éventuellement. C'est un objectif qui n'est pas une révolution ou une chute de civilisation. J'ajoute que sur ces questions d'alimentation, les projets politiques convergent de façon très forte. Prenez l'excellente Jocelyne Porcher ou prenez les associations antispécistes comme L214, les visions philosophiques sont très différentes, mais les visions politiques en matière d'alimentation convergent très fort. Pour ma part, j'ai mis ça en pratique à mon échelle puisque je suis devenu végétarien en travaillant sur ces sujets. Et comment vous voyez l'avenir du site de Grignon et plus largement celui de l'enseignement agronomique, sachant que vous étiez bien présent pendant la lutte de Grignon? Grignon, j'étais bien sûr présent quand il fallait le défendre, très concerné aussi parce que le site AgroParisTech, le site cible est sur ma circonscription et comme on sait, les conditions d'accueil ne sont pas au niveau sur tous les facteurs, en particulier pour ce qui concerne les terres d'expérimentation il y a besoin de bien davantage pour l'agro. Le processus, comme on sait, a été gelé par le préfet des Yvelines suite à la contestation et la protestation. Et puis, le soulagement est seulement temporaire puisque la vente est reportée au 2e semestre 2022. J'ai interrogé à l'Assemblée nationale le ministre pour savoir quels critères l'État appliquerait pour cette opération emblématique et pour savoir si le débat serait public, si le rapport Tristram sur l'avenir du site de Grignon serait discuté, présenté publiquement. Pas de réponse claire. La position d'Yannick Jadot est très claire. Par respect pour l'histoire de ce site et parce qu'il est vital de conserver toute la capacité de recherche, de formation, d'information sur les meilleures pratiques agroécologiques, il faut que ce site demeure affecté à la recherche, à la transmission, à la présentation, avec une ouverture aussi sur le public des méthodes d'agroéconomie, d'agroécologie au meilleur niveau. Merci beaucoup pour les réponses aux questions. Maintenant, on va passer aux questions du public. Donc, je passe la main aux modérateurs qui vont vous énoncer du coup, ces questions. Donc la question, c'est, Monsieur Villani, au-delà des grandes incantations, comment accompagner concrètement les agriculteurs dans une transition agroécologique, par quelles aides? Et autre question, quelle place pour la production énergétique agricole, méthanisation, bois-énergie? Il y a un plan
prévus dans le programme du candidat Jadot de 25 milliards par an qui concernent l'ensemble des secteurs liés à la transition écologique. Il y a des questions de rénovation thermique, évidemment, il y a des questions agricoles. Sur les aides, le plus important est le rachat de la dette en tout ou partie, selon des règles qui seront à préciser pour les agriculteurs en conversion. Et de façon générale, des plans avec des aides à la disparition, à la réduction à la disparition des intrants, des phytosanitaires. Nous avons eu le plan Ecophyto et nous avons vu comment il a échoué faute de contrôle suffisant par laxisme de la mise en application. Il va être important de veiller à la mise en œuvre, à ce que ce soit vraiment appliqué sur le terrain, ces plans et ces aides. Tout à l'heure, il y avait la question du partage des terres. On va réinsister. Ce qui a été voté récemment, la loi Sempastou est un petit début voté dans l'urgence qui ne peut pas tout faire, et Sempastou lui-même le disait bien. Il y a besoin d'une loi bien plus solide, une grande loi sur la question du partage agricole pour éviter les phénomènes d'appartement et de concentration. Il y a des outils pour ça qui ont été discutés. Au moment où il y avait le débat sur la loi, nous avions une discussion en particulier avec la Confédération paysanne qui était très porteuse, très allante sur le sujet. Bien sûr, nous aurons besoin d'une loi qui soit plus à niveau pour permettre ce partage des terres. Donc ensuite, la prochaine question concerne plutôt la forêt. Pour l'instant, c'est un thème qu'on n'a pas encore abordé. Donc, pardon, je n'ai pas répondu sur votre question sur la méthanisation, excusez-moi. Méthanisation, important. L'agriculture, c'est un sujet qui est crucial de tous les côtés. Hein. À la fois, c'est lié au GIEC, mais c'est aussi lié au rapport sur la biodiversité de l'IPBES, mais c'est aussi lié aux questions sur les pollutions, mais c'est aussi lié à la question de l'épuisement des ressources, considérant le sol comme une ressource extrêmement précieuse. En fait, quand vous faites les comptes, c'est lié à 7 des limites planétaires. Et c'est aussi un des seuls secteurs qui peut agir positivement également sur ces sujets, par meilleure captation du carbone, avec les stratégies 4 pour 1000 et autres qui demandent à être précisées et mieux mises en œuvre sur le terrain, c'est quelque chose que nous ferons, avec aussi le développement de la méthanisation qui doit participer de façon importante à l'équilibre, au mix énergétique du pays. Ok, bon, cette fois-ci, la question forêt. Alors, donc la forêt porte des enjeux forts de biodiversité et d'atténuation du changement climatique. Ces deux grands enjeux peuvent être difficiles à concilier. Comment pensez-vous que l'arbitrage doit être mené? Avec les spécialistes sur le sujet. Et attention, il n'y a pas de règle générale. Il faut vraiment avoir la connaissance du terrain. Pour prendre juste un exemple, on sait que l'usage de bois dans les constructions, hein, à la place du béton, est parfois vertueux en termes de bilan carbone et parfois pas. Ça dépend de l'exploitation de la forêt, ça dépend de l'âge des bois qu'on coupe, ça dépend de l'ensemble de la bonne gestion. Et donc, c'est un sujet sur lequel il faut se doter des outils structurels, pas des règles générales arbitraires, des outils structurels qui permettront de décider au mieux et de faire les arbitrages. Dans ma circonscription, il y a de la forêt, oui. Il y a aussi de l'agriculture, oui. Et parfois des arbitrages délicats à faire entre des zones qui sont exploitées agricoles ou des zones qui pourraient l'être, mais qu'il vaut mieux réserver en préservation de biodiversité. Ça fait partie de l'équation avec tous les experts qui doivent être autour de la table, aussi bien les questions d'agriculture que les questions de préservation de la biodiversité. Merci. Et enfin, dernière question, donc cette fois-ci une question un petit peu plus personnelle. Quel a été votre cheminement personnel qui a déclenché ce virement de bord pour faire partie de la campagne pour la décroissance avec Europe Écologie Les Verts, après avoir soutenu un néolibéralisme qui semble aller à l'opposé du récit que porte Yannick Jadot? D'abord, attention, je ne suis pas Europe Écologie Les Verts, je suis Génération Écologie, mais nous faisons partie, comme EELV ou comme Génération.s, du pôle écologiste. Génération Écologie est présidée par Delphine Batteau. Et le cheminement a été chaotique. Je dirais d'abord, dans un premier temps, je dirais d'abord qu'aujourd'hui, même après 5 ans, il n'est pas si facile de comprendre quel est le positionnement de la majorité. Je dis bien de la majorité. Le positionnement du gouvernement correspond assez
aux mots qui sont employés dans la question, avec libéralisme, un très fort accent sur le travail. Mais la majorité, elle, parlementaire, est beaucoup plus variée et vous trouvez des gens qui sont à peu près sur toutes les positions possibles. C'est la conséquence, si je puis dire, d'un projet initial qui, somme toute, était flou. Les missions qui m'ont été allouées au début dans la majorité étaient des missions bien en adéquation avec mon profil scientifique. Par exemple, l'intelligence artificielle ou la reprise de l'office parlementaire scientifique. Ce que j'ai pu constater ensuite, de façon très dure, en 2019-2020, c'est qu'à chaque fois qu'arrivaient en hémicycle les grands arbitrages sur les questions environnementales, que ce soit sur la loi climat-résilience ou sur les néonicotinoïdes, ou encore sur la condition animale, pour laquelle j'ai porté une proposition de loi, à chaque fois, la majorité présidentielle, malgré les discours lénifiants, a reculé ou a fait du greenwashing, comme on dit, ou est allé à l'opposé de ce qui convenait et de mes convictions. En 2020, avec 16 autres députés, dont nous étions 16 issus de la majorité présidentielle et une issue du Parti socialiste, nous avons fondé ce qui était le groupe écologiste à l'Assemblée nationale, Écologie, Démocratie, Solidarité. C'est dans ce contexte que nous avons pu défendre un certain nombre de textes de loi et de propositions dont je suis assez fier. Par exemple, la proposition de loi que je portais et qui est reprise sur les animaux dans le programme Jadot sur la sortie de l'élevage intensif, sortie des cages d'ici 2027 au plus tard, sortie de l'élevage intensif avec l'élevage en plein air, accès au plein air généralisé d'ici 2040. C'est quelque chose que j'avais porté en 2020, de même que sortie de la chasse à courre, de même que sortie de la vénerie sous terre et de certaines autres pratiques cruelles. Donc, le travail a aussi été l'occasion pour moi de découvrir à l'Assemblée nationale la personnalité et l'engagement de Delphine Batho, son très grand attachement à aller dans le fond des sujets, au plan scientifique, au plan historique, et une très grande ténacité, très grande rigueur scientifique. Nous nous sommes retrouvés en termes politiques et nous avons extrêmement bien accroché l'un à l'autre, et c'est tout naturellement que j'ai continué à rattacher à Génération Écologie au point d'avoir été son porte-parole au sein de la primaire des écologistes. Primaire qui a été gagnée par Yannick Jadot, et nous sommes naturellement rangés derrière lui, comme il est d'usage dans les primaires, pour contribuer chacun avec nos propres éléments dans ce projet. Et c'est dans ce cadre que je suis fier aussi que ce projet il soit extrêmement scientifique. Ça correspond à ce que je cherchais, ça correspond à mes engagements depuis des années et des années. Le projet écologiste, il s'appuie sur le rapport du GIEC, il s'appuie sur le rapport de l'IPBES, il prend complètement en compte les rapports de l'OPEX, les rapports de l'IDRI, les rapports des scientifiques qui se penchent sur les questions agroécologiques, et il agit en conséquence.